Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Frédéric Ancel, géopolitologue, professeur à Sciences Po, auteur d'un atlas de géopolitique d'Israël qui en est à sa 6e édition. Astrid von Büsekist, prof également à Sciences Po et auteur d'un livre La religion au tribunal chez Albin Michel, Pierre Aski qui revient d'un voyage en Chine et Antoine Mercier, journaliste culturel. Nous parlerons de la situation sécuritaire et politique en Israël, du voyage d'Emmanuel Macron en Chine et de la relation entre la laïcité et les religions. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. C'est un travail exigeant, rigoureux, sérieux, pédagogique en même temps que votre atlas géopolitique d'Israël qui vient de paraître dans la collection Autrement. J'imagine que ça n'est pas facile de maintenir ce cap dans une situation très compliquée et qui évolue très vite en Israël. Ce n'est pas facile et en même temps la situation elle évolue très vite et elle n'évolue pas. C'est-à-dire qu'en réalité, dans les grandes lignes, les représentations des frontières, de l'espace et du temps, dans l'ensemble du Proche-Orient, les grands rapports de force dans la région, à commencer par des pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les inimitiés, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Israël et un certain nombre de ses voisins, fondamentalement, il n'y a pas beaucoup de changements depuis 67. Alors après, vous avez effectivement une autre échelle temporelle que vous pouvez, qui est aujourd'hui organisée, surinvestie par les réseaux sociaux, qui vous donne l'impression que tous les jours, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, la société israélienne change de fond en comble. Ce n'est pas exact. Et je pense que toute la difficulté, effectivement, d'un ouvrage, et en particulier d'un atlas comme celui-ci, l'atlas où le texte est au service des cartes, et non pas le contraire, contrairement à des essais géographiques qui m'a été donné de décrire à maintes reprises, là, la carte n'est pas au service du texte, c'est le contraire. Il faut effectivement que le texte soit extrêmement ciselé parce que les cartes, fondamentalement, changent assez peu. Or, vous avez raison, la situation, malgré tout, elle évolue, et donc, oui, il faut trouver une espèce d'équilibre permanent. Alors, on va parler de tout ça, parce que vous êtes un des meilleurs spécialistes de la chose, et vous observez dans votre avant-propos qu'il y a beaucoup d'ignorance sur ce sujet, beaucoup de connaissances approximatives, à la fois sur le système politique en vigueur en Israël et aussi sur l'histoire politique du pays. Oui, ce qui m'a toujours fasciné depuis mes premières recherches doctorales au début des années 90, c'était à l'époque des accords d'Oslo, c'est effectivement une très grande approximation à la fois des frontières, des systèmes institutionnels, c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour ses voisins, et de l'histoire, et notamment, j'y reviens à ce concept lacostien que j'aime beaucoup, les représentations, donc les perceptions identitaires collectives sur des temps longs, chers à Fernand Braudel. Et je constate avec beaucoup à la fois de sourire et d'amertume que les militants, de part et d'autre d'ailleurs, les militants au sens très péjoratif du terme, sont ceux qui en général connaissent le moins bien la situation qu'ils prétendent pouvoir décrypter et connaissent finalement assez mal les acteurs qu'ils prétendent soutenir. Je parle bien des acteurs dans les deux camps, les militants prétendument extrêmement favorables à Israël et les militants antisionistes patentés. Alors vous dites, entrons dans le vif du sujet, vous dites, Frédéric Ancel, on ne peut honnêtement comprendre certains ressorts décisionnels sans tenir compte de deux spécificités au moins, un mode de scrutin antédiluvien et une liberté de ton médiatique absolue à l'égard des autorités. Alors prenons, si vous voulez bien, ces deux points un à un. D'abord, le mode de scrutin, est-ce qu'il peut changer ? Alors, dans l'absolu, il peut changer, parce qu'un mode de scrutin, ça se crée, ça se change, c'est comme une loi, c'est comme à peu près tout ici-bas. Sauf que, la subtilité est la suivante. Ce mode de scrutin, la proportionnelle intégrale, un scrutin de liste évidemment, il sert particulièrement les petits partis, les petites formations. À l'origine, il est fait pour ça. Donc, de ce point de vue-là, c'est un scrutin très juste, très démocratique au sens philosophique du terme. Bon, et c'est ce qu'il fallait évidemment pour un mouvement sioniste extrêmement mosaïque à ses débuts. Formidable. Sauf que les petits partis, mais ils vont pas s'aborder.
Autrement dit, pour qu'il y ait modification substantielle de ce mode de scrutin, il faudrait en passer par la Knesset, qui se porterait constituante. Et sauf que la Knesset aujourd'hui, enfin la coalition de Benjamin Netanyahou, mais je crois qu'il en serait de même pour une coalition dirigée par Monsieur Lapid ou Monsieur Bennett ou un autre, nécessiterait une majorité absolue. Et d'ailleurs une majorité qualifiée. Vous imaginez bien que les petits partis ne vont pas se saborder, parce que dans un scrutin majoritaire, il est vraisemblable que la plupart d'entre eux disparaîtraient. Donc en réalité, c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est la raison pour laquelle on a affaire pardon de refiler la métaphore, c'est un serpent de mer, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas, en tout cas pas à court ou moyen terme. Alors, le deuxième point, c'est la liberté de ton citoyenne et médiatique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un danger réel avec les menaces qui pèsent lourdement sur la société israélienne? Alors, le danger provient... un danger pour ses libertés. Alors, le danger, il existe, et il provient, me semble-t-il, d'au moins deux ministres que j'ai qualifiés à plusieurs reprises de voyous, l'un des deux étant très clairement fascisant, qui malheureusement font partie de l'actuelle coalition de Netanyahou. Mais je vous répondrai immédiatement qu'au regard de la mobilisation exceptionnelle, mais exceptionnelle au sens étymologique du terme. Elle est d'exception dans le monde démocratique d'une part, en Israël plus spécifiquement d'autre part, depuis 48. Cette mobilisation qui va jusque et y compris au centre droit de l'échiquier politique israélien et des sympathisants ou des militants en Israël, me semble-t-il, constitue la meilleure réponse et la plus optimiste à votre question. Je ne crois pas que les libertés soient menacées en Israël du fait de l'extraordinaire mobilisation d'une grande partie de la société israélienne. Alors vous avez été parmi les premiers à tirer l'alarme et à parler effectivement de voyoucratie. On n'en est pas à l'état voyou, heureusement, on n'est pas là. Je n'ai absolument jamais dit ça. Mais il y a des courants, de nouveaux courants nationalistes qui corrodent le caractère démocratique de l'État, et à ce titre, on est à une épreuve crucial pour la société israélienne. Crucial, je ne sais pas. C'est une étape, mais tournant ou carrefour ou l'adjectif crucial, je tempérerai. Pourquoi ? Parce que vous parlez de courant. Prenons le cas très très concret, très connu du mouvement national religieux. Si on revient aux origines, je dis d'une phrase, c'est évidemment le Rav Kook. Bon, et pendant des décennies, de 1949, 1er janvier, première Knesset, jusqu'en juin 1977, le Parti national religieux, dont l'acronyme était le Mafdal à l'époque, qui était dirigé d'ailleurs souvent par des sommités rabbiniques, ce qui n'est absolument pas le cas de monsieur Smotrich, c'est le moins qu'on puisse dire, était un courant qui marchait avec le Parti travailliste. Ça ne veut pas dire qu'il était viscéralement à gauche, tant est que ça ait encore un sens aujourd'hui, notamment en Israël. Mais enfin, une partie du Mafdal, en tout cas des Mizrahim, comme on les appelle, du courant national religieux, une grande partie n'était pas aussi extrémiste que le leadership aujourd'hui national religieux l'est. Et là, de ce point de vue-là, je vous rejoins. Mais donc, ça veut dire que il y a une dérive, mais je pense que dans les fondamentaux, il y avait quelque chose qui peut parfaitement, sur lequel on peut revenir, et qui était relativement sain du point de vue démocratique. Donc, c'est la raison pour laquelle je serais là aussi peut-être plus tempéré. Aujourd'hui, le leadership nationaliste religieux, il est effectivement, me semble-t-il, je remploie mon expression, en pleine dérive. Il n'est absolument pas dit que dans 15 ou 20 ans, il en soit de même. Est-ce que ça n'est pas le sionisme qui est visé dans son objectif même, puisque vous expliquez que le sionisme consiste à faire basculer le judaïsme de sa dimension religieuse à une dimension politique? Et là, si je vous entends bien, on est dans un processus inverse. Alors, dans une partie de l'opinion sioniste religieuse en Israël, oui. Chez les Haredim, c'est assez clair aussi, encore que, je vais de nouveau proposer deux nuances. D'abord, le Hardal existe. Qu'est-ce que c'est ? C'est à la fin des années 90, à l'époque des accords d'Oslo, une partie des Haredim se rapproche du courant sioniste religieux, et plusieurs dizaines de milliers de jeunes de Haredim, donc ultra-orthodoxes, font l'armée. Ah bah écoutez, alors là, on est dans une acception de l'espace et du temps et finalement du sionisme qui est différente et qui est beaucoup plus ouverte. Et ça existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très classique. Il y a des régiments qui sont constitués de ces gens-là. Et de l'autre côté, vous avez chez une partie des laïcs de droite en Israël un rapprochement vers ce que j'ai appelé une forme de spiritualité, donc qui n'est pas nécessairement religieuse au sens le plus strict du terme et qui n'est pas nécessairement fanatique. C'est la raison pour laquelle je vous dis que jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à
ces derniers mois, ces dernières années peut-être, une grande partie de ce courant-là, revenons encore à ce courant, le Parti national religieux, faisait de la politique et était dans le politique et acceptait le politique. Hein. Et je vous passe évidemment les premiers ministres israéliens de droite qui ont été des nationalistes fervents. Je pense évidemment à Begin, je pense à Shamir, et qui évidemment n'étaient pas du tout, ne versaient pas du tout dans le mysticisme dans lequel verse aujourd'hui une partie de ce qu'a été le Mafdal. Alors, qu'est-ce qui explique le rejet de Benjamin Netanyahou aujourd'hui, alors que ses prédécesseurs, Begin, Olmert, Shamir, Sharon, ont fait des mandats classiques sans problème. Mais eux n'étaient pas alliés à des personnalités extrémistes fanatiques. Je vous rappelle qu'Yitzhak Shamir, qui n'était pas un gauchiste, vous me l'accorderez, Premier ministre de 83 à 92, lorsque le rabbin raciste fanatique Meir Kahana prenait la parole à la tête de son parti, dont il était l'unique député par parti car à la Knesset, Shamir quittait l'hémicycle. Je vous rappelle, mais vous le savez très bien, Shlomo, que Menachem Begin, tout nationaliste fut-il, c'était pas non plus un gauchiste patenté, était quelqu'un qui, alors outre la paix de Camp David avec l'Égypte, était quelqu'un qui rejetait les propos et les gestes les plus extrémistes, et notamment les mystiques d'entre eux. Et je vous passe Sharon, mais qui lui, c'est un petit peu différent, parce que lui était vraiment un laïc et qui venait d'ailleurs plutôt de la gauche israélienne. Donc c'est la première fois qu'on a affaire à une coalition dans laquelle figurent, qui ne l'est pas en soi intégralement, mais dans laquelle figurent des extrémistes mystiques, qui par ailleurs sur le plan militaire et sécuritaire n'ont aucune espèce de, comment dirais-je, d'aura, de prestige ou de pédigré, c'est le moins qu'on puisse dire, contrairement à un Sharon par exemple, et c'est la première fois qu'un Premier ministre est jugé pour des affaires criminels liés à de la corruption. Franchement, on peut dire beaucoup de choses de Begin, de Shamir ou de Sharon. On peut pas dire qu'ils ont été corrompus et pas non plus Madame Golda Meir et beaucoup d'autres. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui une partie de l'opinion est excédée par le personnage même de Netanyahou. Alors, dernière question avant de donner la parole en plateau à nos autres intervenants qui ont des choses à dire, j'imagine, là-dessus, j'en suis sûr même. On parle d'une possible constitution en Israël. Est-ce que ça vous paraît envisageable dans l'état actuel des choses? Est-ce que les négociations qui ont cours aujourd'hui autour du président Herzog, de ces négociations peut jaillir une esquisse de nouvelle constitution? Je ne crois pas. Parce que là, on risquerait effectivement de basculer d'un culture camp au fond assez classique dans beaucoup de sociétés, pas seulement la société israélienne, et plutôt positif d'un point de vue démocratique, à quelque chose qui relèverait d'une forme de sécessionnisme moral, politique ou idéologique. Je me permets d'indiquer, et autour de cette table, tout le monde le sait parfaitement, que le Royaume-Uni n'est pas doté d'une constitution. Donc à partir du moment où vous avez, et c'est vrai pour beaucoup d'autres États, l'important c'est qu'il y ait des lois fondamentales qui, pour l'essentiel, permettent de créer, et ça a été le cas depuis 48, un socle minimal en quelque sorte sur lequel peut reposer l'essentiel des courants de pensée politiques et philosophiques en Israël. Alors, question ou intervention à votre gré sur ce qui vient d'être dit. Je commence par vous, Pierre Aski, qui connaissait très bien la région et qui connaissait très bien Israël. Alors, j'adhère à une bonne partie de ce qu'a dit Frédéric, et notamment sur le caractère assez exceptionnel de la mobilisation, et qui est peut-être la chose la plus rassurante dans le monde entier aujourd'hui, parce qu'on est face à des poussées de populisme, d'autoritarisme dans plusieurs parties du monde, et c'est rare de voir des réactions aussi fortes de la société civile. Et en particulier, moi, ce qui me frappe, c'est que il y a le réveil d'une partie de la société qui s'était détourné du champ politique. Beaucoup d'Israéliens, et en particulier ceux de Tel Aviv, on sait très bien quels sont les clivages en Israël, avaient une sorte de ras-le-bol de la vie politique agitée du pays, ces élections à répétition qui n'arrivaient pas à trouver de majorité, l'échec d'Oslo, la déconfiture de la gauche israélienne, la disparition quasi totale de ces partis, et tout d'un coup, ce sont ces gens-là qui sont redescendus dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de réveil citoyen qui transcendait et qui allait au-delà de tous les clivages politiques. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Là où l'inquiétude n'est pas terminée, c'est que certes, il y a eu une pause, et Netanyahou a décrété une pause dans la mise en œuvre de la réforme judiciaire, mais dans le même temps,
il n'a pas enterré du tout son projet, donc le projet est toujours sur la table. Et deux, il y a eu ce phénomène que je trouvais extrêmement inquiétant et préoccupant, qui est l'autorisation qui a été donnée à Monsieur Ben-Gvir de créer une sorte de milice privée, parce que je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais enfin, c'est une démarche très préoccupante et qui va aussi à l'encontre de l'establishment sécuritaire israélien, parce que on a vu d'ailleurs ces derniers jours des tensions lorsque Monsieur Ben-Gvir a rencontré l'homme qui est pressenti pour diriger cette garde et qui se trouve être encore porteur de l'uniforme. L'état-major de l'armée a protesté parce que un ministre une personnalité politique n'a pas le droit de rencontrer un officier d'active. Et donc on voit bien qu'il y a à l'intérieur même du système des pôles de tension en ce moment, avec cette transformation du fonctionnement. Donc je pense que la partie n'est pas finie et les éléments inquiétants restent extrêmement forts. Antoine Mercier. C'est ce qui vient d'être dit, mais je voudrais quand même ajouter 2 points qui vont quand même un peu à contre-courant par rapport à cette réforme. C'est-à-dire que premièrement, il y a des problèmes relativement à la constitution, à la composition de la Cour suprême, puisqu'il s'agit d'une cooptation des juges qui vont juger ensuite des lois. Je crois que Madame, qui est la professeure à Sciences Po, nous dira qu'on n'a jamais vu ça, que les juges sont coop, voilà, et que par ailleurs, donc, c'est une élite ashkénaze, il faut bien dire, libérale, qui à un temps avait le dessus, puis Barak a institutionnalisé, le juge Barak a institutionnalisé ce procédé. Donc là, il y a un problème qu'il faut quand même peut-être régler aussi, et c'est pour ça que la réforme n'est pas complètement inutile. Deuxièmement, la manière dont les juges jugent, c'est-à-dire la fameuse concept de raisonnabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à ce qu'un juge fonde sa décision sur la notion de raisonnabilité. Et on juge en droit, on juge pas en raison. Donc là aussi, la nécessité peut-être de reformuler quelque chose comme une loi fondamentale. On sait bien qu'une constitution, disons qu'Israël ça constitue pas Israël, une constitution. Il va falloir attendre qu'Israël se développe avant de savoir ce qu'Israël est vraiment. Je crois que c'est quelque chose en devenir, donc on peut pas figer les choses, mais il faudrait peut-être reformater les lois fondamentales pour que le juge constitutionnel juge en fonction du droit et non pas de sa raison. Ça, c'est une chose importante. Enfin, il faudrait qu'il y ait une séparation des pouvoirs importante, plus nette qui soit. Les conseillers juridiques du gouvernement n'ont pas à être les désignés par la Cour suprême, par exemple. Ça doit être les politiques. Ensuite, les ministres, il faudrait l'exécutif et le législatif aussi. Les ministres ne devraient pas pouvoir être députés, etc., etc. Bon, ça fait beaucoup de choses qui mériteraient d'être réformées. Mais je voudrais juste poser une question à Frédéric Ancel, parce qu'il me semble que le fond, on l'a toujours dit qu'il y avait derrière cette question constitutionnelle des problèmes identitaire, alors comme c'est ça, sa vocation, son métier, j'allais dire, d'aller sur le long terme et sur ce qui est profond dans la population, j'ai quand même l'impression qu'on assiste à une crise identitaire, car quand on est en Israël, on se rend compte que chacun se renvoie à un modèle disqualifiant. Les uns disent, vous voulez faire la Californie, oubliant le côté juif de l'État, les autres disent, vous voulez faire la théocratie iranienne, ou la Hongrie, etc., Orban, bon, vous voulez créer un État illibéral. Et donc on sent bien qu'il y a cette définition, qu'est-ce que nous voulons comme pays, et est-ce que l'on peut trouver à travers cette crise identitaire la possibilité de trouver une voie, j'allais dire hébraïque, de sortie? Est-ce que ce n'est pas une question identitaire qui se trouve posée aujourd'hui pour la société israélienne? Est-ce que ça ne rejoint pas le problème de la Constitution? Introuvable. Alors, si, mais c'est pas nouveau. Je pense que dès les débuts du sionisme, alors peut-être pas la première alia de 1881, encore que dès les débuts intellectuels du sionisme, on a affaire à un courant extrêmement pluriel, comme l'est fondamentalement, et je parle à un très bon connaisseur du judaïsme, comme l'est le judaïsme. Et l'ambivalence du politique et du religieux, ou du politique et du spirituel dans le judaïsme, je pense que cette ambivalence n'est pas contournable. Et ceux qui tentent, les Haredim aujourd'hui, enfin naguère aussi évidemment, mais et le courant et le MAPAM et ses sympathisants du laïcisme dur en Israël, au sein du Yeshuv et puis en Israël, ne l'ont pas non plus résolu. Et chacun demeurera, me semble-t-il, sur un socle assez essentiel. L'important, c'est que chacun puisse se retrouver sur un plus petit dénominateur commun. Je ne crois absolument pas à un moment magique, quasiment messianique, où il y aurait
on assisterait à un référendum où la quasi-totalité des Israéliens diraient, voilà, moi je suis ceci ou cela. Ah ben tiens, 95% de mes compatriotes le sont aussi. Très bien. Allez, dorénavant, nous adoptons ceci ou cela. Pourtant, tout le monde se dit, à la fois pour un État démocratique, personne ne veut une dictature, et tout le monde dit que c'est un État juif, en ce sens que ce n'est pas un État comme un autre, majoritairement. Ça fait quand même une bonne base. Vous avez raison, sauf que si vous demandez à un Haredi ce que c'est qu'un juif, ah bah oui, mais la nation, le Ham, le Kla, mais oui, non mais c'est pour ça, mais vous avez raison. Juger sur le droit, vous avez tout à fait raison, mais au sein du judaïsme, plutôt du collectif ou du peuple juif, le droit s'interprète ou se surinterprète, et je parle sous contrôle d'Astrid. C'est-à-dire que là, on a une difficulté sans doute supplémentaire par rapport à d'autres États qui n'abritent pas, officiellement, de manière tout à fait officielle, la nation ou le peuple juif, sachant que c'est un peuple doté d'une religion et d'une spiritualité. Pour conclure d'un mot, c'est ce que disait Pierre, ce qui est très intéressant, nous on a non seulement une grande partie de la gauche qui est descendue de la rue, mais pardon, un ministre de la Défense dans un pays en guerre, en titre et en exercice, qui est du Likoud, le parti majoritaire du Premier ministre, et qui lui dit non, il faut pas le faire. Il se fait limoger, ce qui d'ailleurs entre parenthèses est parfaitement normal, il ne serait pas resté 1 heure en place, et qui finalement n'est pas limogé, parce que la population ne le comprendrait pas et ne le voudrait pas. Et derrière ce ministre galant en l'occurrence, plusieurs députés du Likoud ont déjà dit qu'ils ne suivraient pas en tout cas l'intégralité de la réforme, ce qui fait que Netanyahou risque de ne même pas mathématiquement disposer d'une majorité s'il décidait de passer en force. Alors, oui, un dernier mot avant qu'on passe au sujet suivant. Un dernier mot, Astrid von Büsekist. Non, juste un mot rapide sur ce que disait Pierre Aski, c'est-à-dire l'extraordinaire énergie démocratique du peuple israélien. Et je pense que ça répond en partie à la question aussi que posait Antoine Mercier. C'est-à-dire il y a une redécouverte de la nation, mais à travers le droit, justement. Or, le côté négatif de cela, c'est que le droit lui-même est empêché de faire tout à fait son travail par le double circuit judiciaire. Il y a un circuit religieux et un circuit civil. Et les deux, très souvent, butent l'un sur l'autre. Et si la Cour suprême, qui est la dernière instance, n'a pas pouvoir pour départager, lorsqu'il le faut, ces deux circuits, alors, effectivement, il ne peut y avoir que... rencontre brutale entre ces deux ordres judiciaires. Alors, on va marquer une pause et ensuite, Frédéric Ancel, si vous pouvez rester avec nous, ce sera avec joie naturellement. Sinon, je comprendrai très bien, vous avez d'autres impératifs. On parlera, avant de parler de la Chine, Pierre Aski, on parlera de ces fameux documents dont vous avez parlé vendredi matin sur France Inter. Le 4 quarts politique de la semaine avec Frédéric Ancel, Astrid von Büsekist, Pierre Aski et Antoine Mercier. Pierre Aski, on a promis de parler de la Chine et on va le faire avec vous, mais je ne peux pas laisser passer ces fameux documents qui viennent d'être publiés, où il a été question aussi de Mossad, c'est-à-dire que ce truc abracadabra, le Mossad aurait organisé des manifestations de protestation contre la réforme judiciaire en Israël. Alors rappelons un peu les faits. On a depuis plusieurs semaines, en fait, ça a mis du temps à sortir au grand jour, des documents classés secret défense du Pentagone et de la CIA qui se retrouvaient sur des plateformes de jeux. La plateforme Discord qui est utilisée par les gamers aux États-Unis. Donc ça commence à faire du bruit parce que dans ces documents, qu'est-ce qu'on découvre ? Les plans de la contre-offensive ukrainienne contre la Russie, les écoutes des dirigeants sud-coréens par les Américains pour savoir où ils se situent par rapport à l'Ukraine, les livraisons d'armes de la Turquie à Wagner, enfin des histoires quand même assez croustillantes, je dois dire, d'un point de vue géopolitique. Et puis
il y a cette note effectivement assez inattendue et qui a fait pas mal de bruit en Israël, c'est que les Américains, donc dans leur communication interne, puisque ce sont des documents qui sont produits et destinés aux dirigeants américains, disent c'est le Mossad qui a organisé les manifestations contre Netanyahou, ce qui est assez stupéfiant. Et je dois dire que ma réaction, moi, initialement, a été de me dire, d'abord, j'ai pensé que ces documents avaient été fait fuiter par les services russes. Ça semblait un peu cohérent dans le contexte de guerre actuel, et que au milieu, et c'était une des hypothèses qui était dans la presse américaine, il y avait des faux, et qu'on pouvait se dire le Mossad, à travers des faux, on crée la zizanie dans des pays, on crée la zizanie entre alliés, etc. Bon, il se trouve que le coupable ou le responsable, je ne sais pas, ou présumé coupable, a été interpellé par le FBI, et que c'est un jeune homme de 21 ans qui était garde dans une base américaine, habile de ses doigts sur des claviers, et qui a voulu épater ses copains sur la plateforme de Gamers, et qui met sur la place publique les plans d'attaque, les documents secret défense. Donc, lui-même n'a visiblement pas produit de faux. Alors peut-être qu'il y a des services qui en ont profité, mais ce qui veut dire que effectivement les Américains pensent que le Mossad a un rôle dans les manifestations, et c'est voilà, je laisse cet élément sur de débat, mais c'est quand même intéressant. Alors, je ne sais pas si la Chine et Taïwan figurent dans ces fameux documents, mais on va parler de ce sujet puisque vous avez suivi le président Macron dans sa visite en Chine. Et il faut bien dire que aussitôt après le départ d'Emmanuel Macron, la Chine a entrepris des exercices de tir réels autour de Taïwan. Ça, j'imagine que ça a surpris quand même les gens qui revenaient de Chine. Pas vraiment surpris, parce que il faut bien le dire, pendant que Emmanuel Macron était en Chine, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, était aux États-Unis, elle était en Californie, et rencontrer le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, et un certain nombre d'élus là-bas. Et le ministère des Affaires étrangères chinois avait dit il y aura des représailles. Donc on savait que d'une manière ou d'une autre, vu ce qu'ils avaient fait l'année dernière lorsque Nancy Pelosi était allée à Taipei, c'est-à-dire un blocus de Taïwan pendant 4 jours quand même, hein, c'était quelque chose d'assez spectaculaire. On s'attendait à quelque chose du même ordre, qui a été un cran en dessous en fait, paradoxalement. Parce que l'année dernière, souvenez-vous, il y a des missiles qui ont survolé l'île de Taïwan et qui sont allés se jeter dans la mer de l'autre côté de Taïwan. Ça n'a rien à voir avec la visite de Macron, pour résumer. Ah non, ça n'a rien à voir avec la visite de Macron. C'est pas Macron qui va décider la Chine d'intervenir. Pour l'anecdote, mais il se trouve que l'avion a décollé de Canton vers 23h, et à 23h, on était déjà dans l'avion, tombe la nouvelle que 3 jours de manœuvre vont être lancés, etc. Et Emmanuel Macron a souri en disant ils auront eu l'élégance de nous laisser partir. et voilà, ça change rien à l'histoire et ça n'a rien à voir. En revanche, ça ajoute à l'ambiance de polémique qui a entouré ces déclarations, parce que quand vous avez un déploiement de force et une telle agressivité chinoise autour de Taïwan, vous devez faire attention à ce que vous dites sur Taïwan. Et franchement, il a fait une erreur, je pense, politique, qui s'explique dans sa tête. Et c'est peut-être le contexte global. Quand un président français ou européen va en Chine aujourd'hui, il a en tête l'Ukraine, la construction européenne. Il a en face de lui un Xi Jinping, numéro 1 chinois, qui n'a qu'une seule chose en tête, les États-Unis et Taïwan. Et donc la rencontre de ces deux arrière-pensées ou inconscients est très compliquée, parce que tout ce que vous faites ou toutes les conclusions auxquelles vous arrivez sont peut-être pas interprétées de la même manière de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il a dit de si grave finalement? C'est ça, moi je me Ce qu'il a dit de grave, c'est que l'affaire de Taïwan il ne faut pas nous laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les nôtres. Et le message c'est une déclaration dans l'avion. Le message à envoyer à la Chine aujourd'hui, ça n'est pas de dire on s'en lave les mains de Taïwan, ça n'est pas notre affaire. Le message à envoyer à la Chine, c'est ce qu'il a dit à La Haye lorsqu'il a remis les pendules à l'heure, en réaffirmant la position traditionnelle de la France. On est pour le statu quo et on est pour une solution pacifique. Et je pense que l'Europe, qui est le premier marché de destination des produits chinois au monde,
Oui, mais ça c'est la règle de base, ça c'est évidemment. Mais l'Europe, qui est le premier marché de destination des produits chinois, doit dire à la Chine, nous ne pouvons pas accepter l'usage de la force pour récupérer Taïwan. La solution pacifique est donc le statu quo. Le statu quo est la seule manière de ne pas avoir la guerre aujourd'hui. C'est quoi le statu quo? C'est Taïwan n'est pas dans l'orbite chinoise, mais Taïwan ne déclare pas son indépendance. Et ça sauve la face de Pékin en attendant des jours meilleurs, et ça permet aux Taïwanais de vivre leur démocratie tranquille dans leur coin. C'est ce qui se passe depuis 30 ans, et c'est la logique de la situation. Les Chinois ne peuvent pas supporter une chose, c'est qu'ils ont perdu la partie dans la conquête des esprits et des cœurs taïwanais. Il y a 20 ans, la population de Taïwan était séparée en 3 catégories dans toutes les études d'opinion initialement. Il y avait un tiers qui se disait taïwanais, un tiers qui se disait taïwanais et chinois, et un tiers qui se disait chinois. Aujourd'hui, ceux qui se disent chinois sont 5%. C'est fini. Et l'immense majorité se considère comme taïwanaise. Pourquoi ? Parce qu'en 2019, il y a eu la mainmise sur Hong Kong. Hong Kong, c'est le point de bascule où la Chine a perdu la partie. La Chine signe, Deng Xiaoping signe avec Margaret Thatcher la rétrocession de Hong Kong. 97, Hong Kong revient à la Chine, 50 ans d'autonomie garantie. Donc vous êtes dans la République populaire, mais vous avez vos libertés, vous avez l'indépendance de la justice, vous avez la liberté de la presse, etc. 25 ans après, c'est fini. Et les Taïwanais à qui on propose le même système, un pays de système comme solution d'intégration dans la République populaire, se disent voilà, il se passera la même chose chez nous. Ouais, donc voilà. Est-ce qu'on est bien d'accord que ce voyage quand même a fait des dégâts, Frédéric Ancel? Non, moi d'abord je souscris à ce qu'a dit Pierre, il connaît très très bien la région. Simplement sur le discours présidentiel, et je ne suis pas soupçonnable d'être anti-politique étrangère d'Emmanuel Macron, en tout cas sur son premier quinquennat. Mais là, je pense qu'il y a une double erreur. La première, c'est de donner le sentiment d'une équanimité entre une authentique démocratie depuis 90 qui est Taïwan et la Chine, dont le pouvoir par ailleurs n'a cessé de se renforcer dans un sens non seulement autoritaire mais même totalitaire. Alors ça, c'est un vrai problème. Et le deuxième problème, c'est d'en appeler, comme je le fais en tant que simple citoyen, à l'Europe puissance. Là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun problème. Il a parfaitement raison de le faire, que ce soit à Pékin, à Paris, à Bruxelles, à La Haye ou à Washington. Et immédiatement après, de donner le sentiment à nos partenaires qui, franchement, pour l'instant, sont pas chauds bouillants sur l'Europe puissance, c'est le moins qu'on puisse dire, de leur donner le sentiment qu'en réalité, une fois qu'on sera une Europe puissance, on ne pourra pas intervenir en faveur de nos alliés et qu'on sera là encore arbitre ou équanime entre Moscou et nous ou entre Pékin et nous. Et là, je pense que ça a été, de ce point de vue-là, très mal interprété, malheureusement à juste titre. Alors, il nous reste une bonne douzaine de minutes et je voudrais qu'on parle du très beau livre d'Astrid von Busekist, mais vous aurez, j'imagine, la possibilité de réagir là-dessus parce que on parle de laïcité, on parle de religion et le principe de laïcité veut qu'il y ait une séparation de l'Église et de l'État. La religion est cantonnée dans l'espace privé et l'État dans l'espace public. Vous avez décidé, Astrid, d'explorer les zones intermédiaires, les cas où il faut accepter des compromis. Et ces compromis, pour vous, sont plus nombreux qu'on ne pense. Oui, c'est exactement ça. J'ai essayé de voir à quel point la séparation, comme on dit, enfin le dogme de la séparation est flexible, se décline différemment selon les cas, de manière généralement pragmatique, et que les interactions entre l'État et le religieux, entre le politique et le religieux, peut prendre des formes très très différentes qui vont de la séparation stricte à une véritable coopération entre les autorités religieuses, rabbiniques dans le cas que je traite, et politiques. Alors le premier exemple que vous prenez est très intéressant. C'est l'école obligatoire, par exemple, et vous dites que ce principe de l'école obligatoire se heurte à la volonté des familles d'éduquer des enfants à la maison. Mais ça n'est pas interdit, ça. On peut décider d'avoir un professeur particulier pour ses enfants.
On peut, en France, ça s'appelle l'instruction à domicile ou en famille, je crois. En Allemagne, c'est interdit. En Allemagne, il n'y a pas d'instruction à la maison, sauf pour des catégories très particulières d'enfants, les enfants de la balle, par exemple. Sinon, l'école, l'instruction est obligatoire. Pas seulement l'instruction, l'école, c'est-à-dire le fait d'aller à l'école. Les écoles privées ne sont pas interdites, mais le législateur allemand estime que l'apprentissage de la diversité, de la tolérance, du pluralisme se fait au sein de l'école. Alors vous parlez de diversité, je fais une diversion parce que on va avoir ce débat en France parce que Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, manifeste apparemment, je ne sais pas si vous avez vu ça, le désir d'introduire la diversité au sein de l'enseignement privé. Et le coup est parti. J'ai l'impression que... qu'est-ce que vous en pensez ? Dans mon livre, il s'agit donc d'un cas très précis, d'une famille qui est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, il y en a plusieurs, d'une famille évangélique chrétienne qui pensait qu'on obtiendrait les mêmes effets en instruisant les enfants à la maison ou au sein de leur église. Le législateur a dit non, pour des raisons évidentes, qui lui paraissaient évidentes, qui sont liées à la fois à la séparation, mais aussi au devoir de l'État d'éduquer le futur citoyen. Voilà. La fabrique du citoyen, ça se déroule à l'école et ça ne peut pas se dérouler à la maison. Alors évidemment, les parents ont invoqué leur liberté religieuse et le droit à une socialisation particulière, le droit à l'appartenance, l'instruction dans leur propre rite. Et ils ont demandé, c'est ça qui est drôle, ils ont demandé l'asile politique aux États-Unis, qu'ils ont obtenu en première instance. Donc un juge du Tennessee a estimé qu'ils étaient une minorité persécutée et que ça rappelait les pires moments de l'histoire allemande, nazie, bien sûr, et a accordé cet asile politique. Alors ça répond qu'à moitié à votre question. Je ne vois pas très bien comment on peut introduire la diversité dans l'enseignement privé, sinon dans l'enseignement privé tel qu'il est entendu en France, c'est-à-dire les écoles sous contrat, par exemple. Mais la diversité au sein des familles... Les écoles sous contrat, ça veut dire toutes les écoles catholiques et toutes les écoles juives. Oui. Absolument. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que l'État doit se substituer aux parents qui ont fait le choix d'une école privée ? C'est un grand débat. Alors, vous suggérez, parce que vous parlez aussi de la circoncision, du guet, etc., on va en dire un mot, mais vous suggérez qu'il y a toujours eu une certaine souplesse dans l'articulation entre les principes et les pratiques. Mais est-ce que cette souplesse n'est pas évolutive? Est-ce qu'elle n'évolue pas précisément en fonction de l'état de l'opinion? On voit très bien ça en France et on voit très bien ça en Israël aussi, où cette notion de statu quo est qu'elle se réduit pas importante. Aussi, parce qu'on a l'impression qu'elle se réduit, cette souplesse, aujourd'hui. Elle se réduit, et la solution, ce qui est intéressant dans les cas que je regarde, c'est que les solutions sont pour éviter, disons, cette réduction, sont doubles, à la fois législatif et politique. En Allemagne, le cas de la circoncision, je rappelle les faits, 2012, un tribunal régional de Cologne pénalise la circoncision. Circoncision criminalisée en Allemagne. C'est-à-dire un jugement est prononcé contre un rabbin de Bavière qui a pratiqué la circoncision. Exactement. Donc, incertitude juridique jusqu'au moment où une initiative interpartisane, donc politique, dit « ceci n'est pas possible en Allemagne ». Et Angela Merkel intervient avec cette phrase devenue célèbre, nous serions une nation de comiques si, dans notre pays, la vie juive et musulmane n'était plus possible. Bien. Donc, la décision, cette fois-ci, ne venait pas du législateur, mais du politique. Et on a transféré tout simplement... Il y a eu d'ailleurs pour la première fois une manifestation commune Absolument. Des communautés juives chrétiennes et musulmanes. Absolument. Donc là, c'était à la fois une initiative interreligieuse du point de vue de l'opinion et interpartisane, politique, pour faire passer cet article du Code pénal au Code civil. Donc vous voyez, là la souplesse a été obtenue par
Mais pourquoi ? Mais par un rappel de l'histoire, par un rappel à l'histoire coupable allemande vis-à-vis de sa principale minorité intérieure, si je puis dire, c'est-à-dire juive, et sa plus récente minorité extérieure musulmane. Donc là, la souplesse ça c'est en Allemagne, mais dans un autre pays, ça ne sera peut-être pas été pareil. Non, dans les pays du Nord, dans les pays scandinaves, on le sait, la circoncision est fortement débattue. Il y a eu cette décision de l'Assemblée du Conseil de l'Europe qui met sur le même plan les mutilations génitales féminines, la circoncision, les piercings et la chirurgie plastique pour les enfants. Tout ça dans le même sac pour dire aux pays européens, faites attention, ce sont des interventions non consenties sur tandis que le changement de genre, c'est bon. Exactement, les enfants intersexes, exactement, ça fait partie de la résolution. Enfin, le jugement de Cologne a été renversé. Absolument. Mais grâce à l'intervention, encore une fois, politique, parce que la polémique... Enfin, le politique n'était pas si unanime que ça, parce que la polémique a été terrible. C'est-à-dire que c'était un réveil de l'antisémitisme absolument glaçant, c'est-à-dire absolument glaçant en Allemagne, où j'ai pu regarder des blogs, des sites, des papiers absolument extraordinairement antisémites, et où le législateur et d'ailleurs les juristes universitaires se sont mêlés, ont tenté de légiférer à l'intérieur de la loi juive et de la loi musulmane. C'est-à-dire, il faut quand même changer ces pratiques archaïques et on va vous apprendre comment. C'était ça quand même, c'est-à-dire c'est une conversion, une tentative juridique de conversion de pratiques qui sont des pratiques très importantes, comme on le sait, et qui font de même l'alliance. Mais vous n'avez pas répondu à Antoine Mercier. Comment vous expliquez finalement que cette zone intermédiaire de compromission, de souplesse, se réduit de plus en plus? Je ne suis pas sûre qu'elle se réduise de plus en plus. Il y a des pays où elle se réduit, il y a des pays où la justification par la religion est un facteur aggravant et non pas atténuant, typiquement pour la circoncision, mais dans la hiérarchie des principes et dans la manière dont on ordonne pragmatiquement les principes, par exemple la liberté et l'égalité, ça peut aussi s'ouvrir. C'est le cas du guet, où la liberté religieuse a été secondarisée par rapport à l'égalité entre hommes et femmes. Entre les hommes et les femmes. Et là, on assiste à une véritable coopération, c'est unique, c'est typique du droit anglo-saxon, parce que c'est vrai aussi pour le Canada et le Royaume-Uni, on assiste à une coopération législative ex ante entre le rabbinat et la justice civile. C'est-à-dire, ils se mettent d'accord sur... Sur quoi, justement ? Sur les get laws, qui sont des lois qui permettent de supprimer les obstacles au remariage, ce qui veut dire donner un certain pouvoir au rabbin pour dire, effectivement, les obstacles ont été supprimés pour le divorce civil par le divorce religieux. Et comment aller supprimer les obstacles au niveau de la halakha ? Ils peuvent pas. Ah oui. Non, mais la halakha, c'est il faut que le guet soit donné quand même. Oui. Mais c'est ça. Oui, c'est on ça, peut la suppression. contraindre le mari. Non, on peut pas. On peut pas le contraindre. Un rabbin peut contraindre éventuellement par le blame et shame. On peut l'envoyer en prison. Jusqu'à ce qu'il change d'avis. En Israël, on peut l'envoyer en prison. On peut faire du blame and shame. On peut l'exclure du minyan. On peut faire des tas de choses. Mais le juge civil ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas consentement, tant qu'il n'y a pas guet, il ne peut rien faire. Alors, je voudrais laisser la place à parce qu'on a un rituel dans cette émission, c'est votre coup de cœur ou votre coup de griffe de la semaine. Mais avant, juste la conclusion de votre livre, qui est somme toute assez optimiste, Astrid von Büsekist. Lorsque la religion se rend au tribunal, les meilleures décisions parviennent à trouver cet équilibre pragmatique où les deux sphères, le droit et la loi, s'enrichissent de leur rencontre et effacent temporairement les lignes qui les séparent. C'est joli, hein? C'est joli, mais c'est pas un peu trop, ça vous paraît pas un peu trop joli, justement? Parce que ma thèse est de dire que les juristes bricolent. Voilà. Et c'est toujours au cas par cas et de manière pragmatique qu'on se rend compte où se situe le seuil. Il est quelquefois très bas, comme dans le cas de l'école à domicile. Il est quelquefois très haut, où, a priori, un juge qui ne connaît rien à l'araméen d'une ketouba, il ne connaît rien à la halakha, eh bien, accepte d'aller sur un terrain commun avec un représentant du rabbinat pour essayer de comprendre comment on pourrait sauver la vie d'un certain nombre de milliers de femmes. Alors, vous gardez le micro et vous nous dites quel est votre coup de cœur ou votre coup de griffe de la semaine, un film, une expo, une déclaration.
Vous voulez prendre le temps de réfléchir. Pierre Aski. Ok, moi, ça sera un coup de griffe sur lié à l'intelligence artificielle. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de ChatGPT, ce logiciel conversationnel. Et un journal allemand a eu la très mauvaise idée de demander à ChatGPT de concevoir un plan de paix pour l'Ukraine. C'est carabiné. Et en fait, c'est une démonstration par l'absurde qui montre les limites de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle puise dans les données existantes. Or, on sait que le travail des diplomates, c'est aussi d'inventer des choses qui n'existent pas pour trouver des solutions à des problèmes inextricables. Et donc, j'ai trouvé cet exemple très intéressant parce qu'on voulait montrer l'intelligence de l'intelligence artificielle et on a montré en fait les limites de cette intelligence. Ça rejoint un peu Nathan Dever qui était à votre place il y a quelques semaines et qui disait qu'il avait une proposition pour résoudre virtuellement par le virtuel, le conflit israélo-palestinien. Antoine Mercier. Alors, coup de chapeau à une firme israélienne qui s'appelle EcoWave. Alors, c'est une firme qui fabrique de l'énergie à partir des vagues. Houlomotrice, on appelle ça, la houle. Et donc, elle a raccordé son appareil, disons, au circuit électrique israélien, ce qui fait que l'eau va pouvoir être désalinisée avec de l'énergie tirée de la mer. Vous voyez, c'est ça quand même aussi Israël, il faut le dire. Alors, en style télégraphique, vraiment Astrid. La série transatlantique, Varian Fry sur Netflix. Coup de cœur. Frédéric Ancel. Oui, relire bien évidemment Arthur Koestler, ça lui fera plaisir de là où il est, la tour d'Ezra, pour revenir aux fondamentaux de ce que fut les années 20, 30 et le sionisme original. Merci à tous les quatre. Merci à Pierre Aski, Antoine Mercier, Astrid von Buzekist et notre ami Frédéric Ancel qui prépare un autre livre en dehors de géopolitique. Je n'ai pas eu l'outrecuidance d'en faire mon coup de cœur, vous l'aurez remarqué. Donc il sort dans 2 semaines, il s'intitule Petite leçon de diplomatie, c'est chez Autrement. Merci, bon dimanche à tous.